Hello pour cette petite conférence. Bon, je vous l'enregistre car je ne peux pas être présent avec vous, mais j'espère que ça vous intéressera. Alors, je vous propose une petite découverte des constellations. Et aujourd'hui, on va s'interroger tout simplement sur une constellation, le Lion. Alors, le Lion, c'est une des premières constellations connues, hein. On a des preuves archéologiques que déjà en Mésopotamie, 4000 ans avant Jésus-Christ, on avait déjà la constellation du Lion qui existait. En plus, bon, comme c'est la première fois, je reprends un peu de théorie. Une constellation, on est bien d'accord que c'est un groupe d'étoiles qui sont proches l'une de l'autre, pas éloignées donc visuellement, observées depuis la Terre et sur lequel l'esprit humain va coller une figure conventionnelle. Et pour bien identifier cet ensemble d'étoiles visibles dans le ciel, on va lui donner également un nom. Ça, c'est le grand terme de constellation. Le zodiaque est une zone circulaire du ciel dans laquelle circulent le Soleil et les planètes au cours de l'année. Je reviens sur un sujet que vous connaissez bien, c'est ne pas confondre astrologie et astronomie. Vous avez d'ailleurs le tableau qui vous montre que le zodiaque astrologique et astronomique, ils ne sont pas tout le temps très fort d'accord. Ici, je veux bien vous parler du zodiaque astronomique avec les constellations de l'astronomie. D'ailleurs, les constellations, ça bouge. Donc les constellations ont l'impression de tourner autour de l'étoile polaire et on voit donc une partie des constellations toute l'année et d'autres qui peuvent se lever, donc apparaître à l'horizon. Le lever de constellation a d'ailleurs été toujours utilisé très souvent à une vocation calendaire. C'est pour ça qu'on en a beaucoup de traces historiques. Alors, je reprends un tout petit peu les constellations sur lesquelles je vous parlerai dans les conférences, avec, bon, ben, vous voyez ici la circulation du Soleil et des planètes qui traversent des constellations bien nommées. Et en fait, en été, je vous parlerai de Cygnus, Lyra, Aquila. En automne, de Cassiopée, de Pégase et d'Andromède. En hiver, d'Orion, du Grand Chien et du Taureau. Et comme on est au printemps, eh ben je commence avec le lion, puis on passera à la Vierge, et puis à la grande ours. Le lion. Le lion, comme je disais, figure archéologique bien connue. Les Perses l'appelaient Ser ou Shir. Les Turcs, c'était Artan. Les Syriens, c'est Ario. Les Juifs, je crois que c'est Ari. Les Indiens, ça c'est Simha. C'est pas Simba, mais Simha. Et en fait, tous ces noms, c'est toujours la même chose, le lion. Et si on prend vraiment les Mésopotamiens, où il a vraiment la plus de traces, il s'appelait là de Urgula, le lion, avec des étoiles parfaitement bien identifiées. Chose à remarquer, c'est que dans l'épopée mésopotamienne, c'était une référence à un monstre qui avait été tué par le dieu Gilgamesh. Et très rapidement, quand il a été repris chez les Grecs, c'est devenu le lion de Némée qui a été exécuté par Hercule lors de son premier travail. Il y a tout de même pas mal de trucs semblables. Il faut dire que les Arabes, lorsqu'ils ont repris les connaissances des Grecs, ils l'ont également réadapté dans leurs traités, comme vous voyez ici un traité de Al-Soufi qui remonte la constellation. Mais on pourra aller plus loin de ce côté-là parce qu'en fait, il y aurait deux lions dans les constellations arabes. Un très très grand qui s'étend beaucoup sur le ciel et un plus petit qui revient dans la définition qu'on connaît aujourd'hui. Alors, dans le lion, comment on le repère? De la grande ours, les deux gardiens, une ligne droite, et dès qu'on commence à voir des étoiles suffisamment brillantes, on va y revenir, nous sommes sur le lion. La figure se représente facilement dans notre ciel. Si on va un petit peu plus précis, eh bien, on va parler spécialement de quatre étoiles qui définissent un peu le lion au complet, de Régulus, Algéria, Zosma et Denebola, alpha, bêta, gamma, delta. Et ces étoiles sont très reconnaissables et sont intéressantes à observer aussi. Que dire sur Régulus? Bon, Régulus sert
D'abord, comme premier usage, c'est pour repérer la constellation, parce que c'est l'étoile la plus brillante du Lion. En deuxième point, c'est une étoile qui est très célèbre d'un point de vue histoire. On l'a nommée comme étant le cœur du lion, et cela dans beaucoup de civilisations. On l'a baptisée Stella Regina comme étant l'étoile royale. On l'a baptisée Qabal Assad en arabe, qui est le cœur du lion lui-même. En Chine, c'était la 14e étoile de Xiuqian. Dans l'astronomie indienne, je crois qu'on la baptise aussi Nashraka ou quelque chose de proche. Et Régulus, en fait, n'est pas une simple étoile, c'est un système d'étoiles multiples constitué au moins de 4 étoiles. Comment est-ce qu'on est parvenu à cette conclusion? C'est en observant les perturbations orbitales entre le corps principal de Régulus A et de son petit compagnon, un compagnon binaire, dans lequel il y a déjà une liaison forte, et cette liaison est tellement forte que la constitution de Régulus A en est altérée. C'est-à-dire que l'étoile tourne très 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 vite sur elle-même et elle est aplatie. Mais les perturbations menant à cette configuration d'étoile ne s'expliquent pas rien que par deux corps. Donc il fallait un autre intervenant, et l'autre intervenant, c'est le système de Régulus BC, qui est aux environs de 5000 unités astronomiques de là, qui est également une paire d'étoiles qui influence son comportement. Et dans la première séquence binaire, il faut 40 jours pour que l'un tourne autour de l'autre, et alors que dans l'autre compagnon, lui, c'est 600 ans. Alors, cette forme très déformée de l'étoile a été aussi la source d'interrogation. On pensait que ce Régulus A était assez jeune, parce qu'elle a vu la température, sa luminosité et sa masse. Mais d'un autre côté, pour être en couple avec une naine blanche, il faudrait que le système a au moins 1 milliard d'années. Et donc, cette hypothèse-là, on est toujours encore en train de la vérifier. Une hypothèse nouvelle pourrait être qu'il y aurait un transfert de masse sur Régulus A, qui était autrefois beaucoup plus petit, et qu'elle aurait grandi avec ce transfert. Ça reste encore à voir. En lui-même, Régulus A fait 3 fois et demi, 4 fois la masse solaire. Comme je disais, tourne très rapidement sur elle-même, en moins en 16 heures, ce qui est vraiment très rapide. Et du fait de cette rotation, il y a un obscurcissement à l'équateur par la gravité. Et donc, on l'a remarqué relativement vite. Passons à Denebola, Beta Léonis. Aussi brillante comme étoile, son nom vient d'une version raccourcie de Deneb à la Z, la queue du lion. Bon, quelque part, c'est très logique. Elle est également bien chaude comme étoile. C'est une étoile variable, donc elle varie légèrement sur quelques heures. C'est pour ça qu'on a mis que c'était un type Delta Scuti. Et en plus, si on la lie à Spica et Arcturus, ça forme le triangle du printemps, et à l'équivalent du triangle de l'été. On a également détecté autour un disque de poussière qui indique la création d'un système planétaire qui normalement, il faudra encore quelques centaines de millions d'années pour arriver à quelque chose, mais ça a l'air d'être la bonne trace que l'on cherchait pour un proto-système. Alors, Algera, Gamma Léonis. Une chose intéressante à regarder pour voir son pouvoir de séparation de son tube. Parce que c'est une binaire, et les deux composants sont des grands composants. C'est des composants géants. Une étoile est 180 fois plus lumineuse que notre Soleil, l'autre 50 fois. Et ce sont des magnitudes assez importantes à observer. La distance entre les deux, ici, c'est tout de même du Soleil à Pluton. Et en plus, il y a 500 ans d'évolution de cette étoile. Donc c'est tout de même assez long. Alors on dit que c'est une variable, mais je n'ai pas trouvé dans la littérature réellement une explication qui dit que c'est vraiment une variable ou pas. Ou sinon, si c'est une variable, elle serait faible. Alors, Zosma, pas grand chose à dire.
C'est plus grande et plus chaude que le Soleil aussi. Elle est également aplatie parce qu'elle tourne très vite, mais c'est plus pour représenter la constellation. Par contre, une autre étoile dans le système, dans la constellation, est intéressante. Wolf 359. Alors, on parle toujours d'Alpha Centauri comme étant l'étoile la plus proche et blablabla. Eh bien, Wolf 359, elle est tout de même plus facilement observable et elle n'est qu'à 7 années-lumière, presque, allez, 7,7, 8 années-lumière de nous. Elle se déplace assez fort dans l'océan et en plus, on a détecté autour 2 exoplanètes. Donc, un objet intéressant à imager. Je le mets ici avec la 2 dénomination, Wolf 359 ou CN Leo, parce que le premier, on ne le trouve pas forcément dans tous les go-to. CN Leo, un peu plus. Par contre, chose intéressante, c'est que pour le trouver, il suffit d'aller retrouver M105, M96, M95 qui se trouveraient en dessous du lion, de descendre et on y arrive. Voilà une image où vous avez Wolf 359 qui est repérable. C'est une étoile rouge, faible, on dit pâle, et doit sortir rouge. L'image que vous avez là, elle a eu besoin de beaucoup de photométrie pour pouvoir faire ressortir le rouge, mais au moins j'étais content de pouvoir l'avoir capturé. Surtout parce que si on avait un zoom vraiment correct, eh ben, en observant cette brave étoile, on devrait voir les restes de la bagarre contre les Borg de Star Trek, puisque c'est autour de Wolf 359 que ça a eu lieu. Ça, c'était pour les geeks. Parlons un peu des variables. Alors, simple rappel, disant qu'une étoile est variable par 2 raisons. Soit des raisons externes à elle, soit des raisons internes à elle. Interne, c'est son fonctionnement qui induit des variabilités. Elle va exploser, elle est à la fin, elle va être cataclysmique, c'est normal. Notre étoile, par exemple, notre Soleil, est une étoile variable gentiment qui varie de temps un peu, très peu, mais elle est une étoile variable. Par contre, ça peut être une cause externe. On n'a pas une seule étoile, il y a un couple d'étoiles, et donc l'un fait une éclipse autour de l'autre. Il peut y avoir des corps qui passent devant, il peut y avoir des planètes qui tournent autour, suffisamment grosses que pour pouvoir influencer la lumière que l'on voit arriver. Donc tout ça, c'est les cas de variables. Et dans le cas de R-Leo, qui se trouve, comme si vous le voyez ici, pas loin de Régulus, donc pour la trouver, c'est par là qu'il faut aller. C'est une géante rouge de type Mira. Mira, c'est une étoile encore bien connue aussi, quand on pense à la Grande Ourse. Mais c'est une géante rouge de ce type-là. Pourquoi? Parce que l'écart de luminosité entre les deux est très important et la longueur de la période entre 2 pointes, si je pourrais dire, ou de minimum, elle est assez longue. C'est les 2 caractéristiques pour ça. C'est vraiment un modèle d'étoile, il y en a pas mal à observer, mais ici, en théorie, son fonctionnement est sur la fin. R-Leo devrait à terme avoir quasiment la fin de notre Soleil. Donc ça devrait un petit peu péter et se terminer avec une naine blanche. Je ne sais pas quand, mais on peut toujours passer dessus pour voir s'il n'y a rien qui bouge. Alors, une autre étoile, c'est AM Leo. Pourquoi celle-là? Parce que tout simplement, sa période est hyper courte. L'amplitude n'est pas terrible, 0,7 magnitude. Par contre, 0,36 jours pour la période, ça veut dire que si vous disposez d'une nuit qui est assez longue en hiver, en 9 heures de noir, vous pourriez avoir la séquence complète de l'étoile. En plus, c'est une étoile qui a posé beaucoup de questions et il y a pas mal de travaux qui ont été publiés dessus, parce que les variations de sa lumière ne s'expliquent pas rien que par le côté périodique de la binaire à éclipse et tout le reste.
D'ailleurs, les théories ont beaucoup varié. En 68, on l'avait mis dans un modèle, en 77 dans un autre, en 82, on l'a rebasculé dans le premier. C'est pour dire que ça perturbe les scientifiques. Et en fait, la dernière hypothèse, c'est qu'il y aurait un troisième corps, d'où perturbation de manière un petit peu chaotique. Et cette troisième étoile donnerait l'influence principale à cette perturbation. Chose à regarder, ça peut être probablement intéressant aussi. Alors, quand on a fini avec les variables, on rentre dans le chapitre des nébuleuses, galaxies et tout le reste. Et le lion, on est bien servi. Alors, vous avez le très célèbre triple du lion. C'est l'habituel, c'est le truc qu'il faut faire. Tous les go-to le possèdent et tout le monde en a au moins imagé un jour. Mais en fait, il n'y a pas que lui. Comme un autre triple célèbre, un deuxième trio avec M105 et 2 NGC, qui font aussi pas mal. Mais il y en a des quantités dans le Lion pour on peut s'amuser longtemps. Et les défis d'observation sont très hauts, comme par exemple ici avec NGC 3842. Au total, dans ce cher Lion, il y a plus de 100 NGC à observer. Donc, c'est bien le triplet, mais pour ceux qui aiment bien imager beaucoup d'objets et des galaxies qui sont très forts dans un même endroit, reconnaissez, allez-y, dans Lyon, il y a suffisamment de choses à faire. Un autre exemple, en termes de défi, le Septuor de Copland. C'est une alternative au quintet de Stéphane. Il y a des galaxies NGC. Elles sont toutes aux environs de magnitude 14, donc il faut déjà un beau ciel et un bon instrument. Mais avouez que l'imagerie de ça n'est pas mal. Donc, question cible, c'est un premier cas. Une deuxième cible, dans le genre du défi, c'est un objet qui est la galaxie du Lion 1. Une galaxie naine, sphéroïdale. Elle fait même partie de notre groupe local. Autrement dit, elle est dans le groupe avec Andromède, la Voie lactée et tout le reste, les amas du Sud et le reste. Et elle se balade avec nous. Elle est à 800 000 années-lumière du système solaire et c'est une galaxie satellite de la Voie lactée. Quand on l'image, on doit obtenir ça. Ce qui a un peu perturbé quand on a commencé à l'observer, c'est qu'en fait on a détecté un trou noir supermassif au centre. Et ce trou noir supermassif, en fait, il a quasiment la même taille que la Voie lactée, donc que notre trou noir, Sagittarius A. Comment est-ce que ce trou noir a pu se mettre à cet endroit avec ce type de galaxie? Est-ce que on aurait le reste d'une galaxie qui était beaucoup plus grande avant et que c'est le reste cosmique et que le trou noir aurait fait le ménage? Peut-être. Et il y a une autre raison, on ne sait pas encore. Dans les autres défis pouvant être faits, c'est Léo 2 qui a été découvert en même temps et qui lui est encore plus âgé en termes de population d'étoiles, puisqu'on a des étoiles de 8 milliards d'années, et sa formation s'est arrêtée. Donc autrement dit, on a toutes des étoiles qui sont normalement en train de finir leur vie et qui ne se régénèrent pas, et il n'y a qu'au centre de la main qu'il y a des étoiles qui sont beaucoup plus jeunes. Aussi un objet défi pour ceux qui aiment imager. Je m'arrête là pour ce soir. Ok, c'est un premier essai. Vous me direz si ça vous a plu. Bonne soirée.